Bien, alors nous allons poursuivre nos travaux avec deux temps d'intervention. Une première intervention à deux voix également, et qui va porter sur la vulnérabilité des personnes dans les procédures ayant pour finalité de promouvoir leur dignité. Ils vont nous expliquer de quelle procédure il s'agit. Et les deux intervenantes, c'est maître Andréane Saccage, qui est avocat au barreau d'Orléans et ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de cette cour, et Marie-Daphné Perrin, qui, outre d'être la formidable organisatrice de ces deux journées, est également magistrate à la Cour de cassation et professeur associé en droit privé à l'Université d'Orléans. Voilà, vous avez la parole. Je ne sais pas dans quel ordre vous avez l'intention d'intervenir. Voilà. Je crains de devoir commencer. Merci, Madame le Président. Donc, le sujet, vulnérabilité des personnes physiques dans les procédures ayant pour finalité de promouvoir leur dignité. Monsieur le défenseur des droits a, dans son éditorial du rapport pour l'année 2015, indiqué que son sujet majeur pour cette année, c'était la recherche de l'effectivité des droits existants, mais aussi la demande d'élargissement des droits nouveaux. Cette préoccupation rejoint, vous l'aurez compris, l'indéfectivité du droit et le non-recours au droit, objet de nos propos durant ces trois demi-journées. Par ailleurs, monsieur le défenseur des droits, dans ce même rapport, dans ce même éditorial, a indiqué on ne peut se sentir à la fois responsable et désespéré. C'est une phrase de Saint-Exupéry, et il est bien évident que, comme l'indiquait Montaigne, c'est une belle harmonie quand le dire et le faire vont ensemble. Donc, lorsqu'effectivement il y a des problèmes sociétaux, des problèmes scientifiques, c'est bien de réfléchir et de mettre en musique les actes. Alors, je commence le propos véritable. Bien évidemment, le non-recours au droit, par définition pour les personnes physiques, peut trouver sa source dans la méconnaissance, l'incompréhension, la difficulté des démarches à accomplir, voire le refus des droits. Ça, c'est un premier point. Nous allons nous attacher aux personnes physiques vulnérables. Quelles sont-elles ? Alors, la Cour européenne des droits de l'homme a défini ces personnes physiques vulnérables. Elle a ainsi indiqué que les malades dans leur intelligence, elle a bien évidemment indiqué les malades mentaux, les personnes souffrant de troubles mentaux, les personnes physiquement malades ou encore les jeunes enfants, au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, sont des personnes vulnérables. C'est donc l'objet de notre propos. Je remercie Andréane d'avoir accepté cette intervention en binôme, parce qu'elle a aussi accepté de traiter des personnes physiques et de ces personnes physiques qui ont en leur personne des circonstances qui font qu'elles sont vulnérables pour les mineurs et pour les personnes protégées dont nous parlerons, et puis aussi pour les personnes qui ont des difficultés économiques, à savoir les surendettés. Ce seront les deux parties de notre propos. Les propos vont être beaucoup fondés sur l'expérience. Alors, une expérience un peu ancienne pour moi de juge des tutelles et de juge des enfants et de juge du surendettement par définition, puisque quand on est au tribunal d'instance, on a tout ce contentieux. Et puis, bien évidemment, les problématiques et les questions que ça m'a posées, qui ne sont pas résolues à mon avis, et que peut-être Madame le bâtonnier Andréane Saccage va résoudre grâce à effectivement des idées nouvelles. Alors, les justiciables mineurs, majeurs protégés ou surendettés sont le centre d'abord de dispositifs de masse judiciarisés qui imposent aux juges le traitement rapide d'un contentieux humain concernant des sujets de droit tous vulnérables. Ces catégories de personnes physiques bénéficient d'un droit spécifique qui tient compte de leur situation particulière. En cela, le législateur ne fait que son devoir en venant à leur soutien.
Alors, malgré l'augmentation du nombre de procédures, il faut à tout prix travailler à ne pas, bien évidemment, du fait de ce contentieux de masse, à sacrifier à l'autel de la célérité l'exigence d'une justice humaine, assumant par ailleurs sa finalité de gardienne de la sécurité juridique. En conséquence, bien évidemment, cette célérité et ce contentieux de masse posent deux problèmes. C'est le temps qui va être accordé à ces personnes dites vulnérables et par le juge. Et effectivement, le deuxième propos, et j'y reviendrai in fine, c'est effectivement la complexité de certains de ces dispositifs. Alors, nous allons commencer par les personnes qui sont vulnérables en raison d'éléments inhérents à elles-mêmes. Les mineurs et les majeurs protégés. Alors, les mineurs en danger, bien évidemment, nous serrions pour ne pas avoir des propos trop longs. Les mineurs en danger, tout le monde sait, en tout cas tout le public ici présent sait qu'il y a un article 12 dans la Convention internationale des droits de l'enfant qui prévoit l'audition, ou en tout cas l'expression de l'opinion par le mineur qui dispose et qui est capable de consentement dans les procédures qui l'intéressent. Alors, est-ce que cette possibilité d'audition est véritablement mise en œuvre? Andréane vous dira ce qu'elle a pu constater dans la pratique de l'avocat. En toute hypothèse, les décisions qui sont prises en matière d'assistance éducative, je vous rappelle simplement un texte parce que je ne vais pas vous encombrer l'esprit des dispositions législatives, c'est l'article 375 du Code civil qui prévoit effectivement que le mineur qui est en danger, dont la sécurité, la santé, la moralité est en danger, peut faire l'objet d'une mesure de placement, d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et de mesures, en tout cas, qui vont avoir une incidence pour lui importante et pour son futur. Et il est éminemment important que le mineur puisse s'exprimer. Alors, en France, cette possibilité existe, mais elle n'est pas impérative, comme dans d'autres législations. Je veux citer ici la Belgique et l'article 54 bis de la loi du 8 avril 1965. Je cite volontairement parce que vous ne la retrouverez pas, il faut avoir le code Larcier, donc c'est des codes belges, des codes très spécifiques. Et bien évidemment, en matière d'assistance éducative en Belgique, l'avocat est impérativement présent pour tous les mineurs. Et il va s'exprimer soit seul si le mineur a moins de 12 ans, mais en tout cas, il va porter la parole du mineur, et si le mineur a plus de 12 ans, il va être à ses côtés. Alors, est-ce qu'en France, effectivement, le mineur sait qu'il peut bénéficier d'un avocat, et ce, gratuitement du fait de sa minorité? C'est un problème majeur que cette information, Andréane nous en parlera. Le deuxième point, les majeurs protégés. Là encore, Benoît Hérault a évoqué tout à l'heure, effectivement, la situation particulière des majeurs protégés, au sens de l'article 415 du Code civil. Il est évident que les mesures qui sont prises, des mesures de protection, j'insiste, doivent être prises dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Et bien évidemment, les mesures ont pour finalité l'intérêt de la personne protégée, exclusivement son intérêt. Elles favorisent, dans la mesure de possible, l'autonomie de celle-ci. Alors, je série davantage mon propos, parce qu'il faut aller vite. Vous avez exclusivement 3 droits fondamentaux auxquels je suis très attachée. C'est effectivement le droit de consentir aux soins, dont Marie nous a parlé tout à l'heure, et je vais être effectivement très restreinte dans mon propos, mais tout simplement quand même, il faut savoir que l'article 459 du Code civil prévoit le consentement du majeur sous tutelle et du majeur protégé, en tout cas la participation du majeur à la décision de soins. Et il est rejoint en cela par un article important, moi je trouve que c'est un article important qui est l'article L 1111-4 du Code de la santé publique, qui, lui, dispose précisément à l'intérieur de sa disposition, qui est un peu longue, le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. C'est le premier droit. Le fait de subir, ou en tout cas de bénéficier de soins, c'est important pour une personne, et il est indispensable, effectivement, que cette personne soit malade dans son intelligence,
à divers degrés, qu'elle puisse exprimer, alors là c'est un terme de M. Favier, le professeur Favier, son sentiment sur... donc nous verrons si effectivement ils peuvent ou non exprimer leurs sentiments. Deuxième article important, deuxième disposition importante, c'est l'article 459-2 du Code civil. Cet article dispose que la personne a le droit de choisir son lieu de vie, hein, et ça, effectivement, c'est un problème majeur, Andréane vous en parlera, et elle a le droit, et moi je considère que c'est très important, d'avoir des relations personnelles avec des tiers ou de la famille en fonction de l'affection qu'elle leur porte. Et ça, c'est important parce que ces personnes vont être, on peut le dire, entravées dans leur vie parce qu'elles doivent être protégées, hein, même si, effectivement, on doit préserver leur autonomie, comme l'article l'indique. Mais néanmoins, est-ce que ces trois droits, moi, que j'estime fondamentaux et qui participent aux libertés individuelles, sont ou non effectifs? Alors, vous allez voir effectivement, en fonction des propos d'Andréane, que tout n'est pas véritablement calé. Les droits ne sont pas toujours respectés. Le juge peut-il en vérifier l'effectivité compte tenu de mon propos introductif du contentieux de masse? Ne faut-il pas prévoir pour le majeur protégé et comme pour le mineur, effectivement, des dispositions qui lui permettent d'assurer la réalité des prérogatives, l'audition du mineur en matière d'assistance éducative et le majeur au moins pour les trois domaines de décision. Alors, les insuffisances de des dispositifs, moi, et ça c'est une observation que je forme, en qualité d'universitaire, les mineurs, pour moi, il est indispensable de donner une véritable place à celui qui doit être protégé sans interférence de l'environnement. Merci Marie-Daphné. Oui, je pense que c'est d'une importance capitale parce que nous nous apercevons que, pour moi qui fais beaucoup de droit de la famille, que l'enfant, ce mineur, qui par essence est la quintessence de notre avenir et de l'avenir de notre société, est en réalité quelqu'un qui est pris dans un conflit de loyauté terrible entre son père et sa mère, quelle que soit la situation. Au point que très souvent, malgré l'article 388.1 du Code civil, où normalement, lorsqu'il a le discernement nécessaire, il va être entendu, vous avez un enfant qui est capable de dire à son père qui ne veut pas l'audition, « je ne veux pas y aller », et à sa mère qui veut l'audition, « je veux y aller ». Par voie de conséquence, il est donc important et primordial que ces enfants, nos enfants, les enfants de notre société, soient préservés en amont et au moment de l'éclatement de la cellule familiale. Comment y procéder? Les CDAD, c'est-à-dire les centres qui permettent l'accès aux droits, essaient de temps à autre, grâce au barreau, il faut bien le dire, et aussi à certains magistrats et à certaines personnes qui aident l'enfance, d'apporter des solutions d'information dans les collèges, dans les écoles, dans les lycées. Ceci devrait être systématique pour que nos enfants sachent qu'ils peuvent avoir recours à un avocat. La deuxième chose, c'est qu'il faut impérativement que l'avocat soit présent partout, et ce n'est pas du corporatisme que de faire cela. C'est simplement vous faire comprendre, et faire comprendre à nos pouvoirs publics que l'avocat restitue la parole quand celle-ci est confisquée, l'avocat restitue la parole quand celle-ci ne peut plus véritablement s'exprimer. Il en va ainsi de nos mineurs, il en va ainsi de nos majeurs protégés. Lorsqu'effectivement, pour les majeurs protégés, vous avez un papy, et j'ai des multiples exemples à vous donner, 82 ans, léger AVC, veuf, une maison, des terres agricoles, des enfants qui sont partis de la maison. Ces enfants-là se rendent bien compte que le papy, c'est plus tout à fait ça. Et vous disiez tout à l'heure, Monsieur Hérault le rappelait, notre sociologue, il disait c'est difficile pour la famille de se positionner, de poser une image qui pourrait être péjorative ou négative à l'endroit de celui que l'on souhaiterait malgré tout protéger. Qui peut aider à la restitution de la parole et essayer d'entendre ce que ce majeur a envie de dire? Mon papy, il considérait qu'il allait déshériter ses enfants parce qu'il voulait le mettre en maison de retraite. Mais les enfants étaient
2 personnes, garçons et filles, particulièrement soucieux de l'intérêt de leur père. Ce qui fait qu'ils sont venus me voir en me demandant comment ils pouvaient faire. Nous avons fait une réunion. Nous nous sommes mis autour de la table, tous ensemble, et on a essayé de trouver la solution. La solution, on l'a trouvée. Il suffisait en définitive de compléter un tout petit peu la retraite par le versement de quelque chose par les 2 enfants. Essayer de trouver quelqu'un qui soit à mi-temps dans la maison et qui, elle, en contrepartie, parce qu'il ne pouvait pas la payer, elle était logée gratuitement. Mais aider ce majeur, nous sommes arrivés, je veux dire, avec un programme clé en main devant le juge. Est-ce que vous ne croyez pas que ces possibilités-là peuvent être mises en œuvre dans notre pays de manière claire, à condition que tout le monde veuille bien se donner la main, et qu'il y ait peut-être aussi quelque chose auquel il faut penser, c'est-à-dire le secret partagé entre les professionnels médicaux et les avocats et les magistrats. J'en reparlerai en cours de protection des majeurs. Alors, effectivement, les majeurs protégés, le deuxième point qui peut effectivement être une piste de réflexion, c'est de leur redonner une véritable place à celui qui doit être protégé dans les décisions le concernant. Le système actuel est vulnérable, il ne permet pas de s'assurer de l'effectivité des droits essentiels du majeur. Il est évident, là encore, que ces mesures qui viennent réduire substantiellement la liberté du majeur, eh bien, il est indispensable d'introduire une disposition en termes de laquelle tous les avocats, tous les majeurs, doivent être assistés d'un avocat, non seulement lors de la procédure d'ouverture, mais aussi tout au long de la procédure. Tout au long de la procédure, parce que nous savons que les textes, d'ailleurs, nous conduisent à penser qu'il faut faire évoluer la mesure en fonction du degré dit d'incapacité. Or, il peut arriver, par exemple après un AVC qui n'est pas un AVC massif, mais relativement bénin, que la personne évolue très favorablement. Et pourtant, elle aura été placée momentanément sous une mesure de protection qui pourrait évoluer de manière à diminuer cette mesure puisqu'elle reprend son autonomie. Comment le faire connaître au juge? Nos magistrats sont des magistrats qui véritablement sont corvéables à merci. Ils sont insuffisamment nombreux. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin, à mon sens, d'être entourés aussi par des personnes qui peuvent leur faciliter la décision de justice et la prise de décision. Pour cela, il me semble que si l'avocat est rendu obligatoire auprès de la personne, nous nous engageons, en fonction de notre éthique, de suivre cette personne comme nous le faisons pour le mineur qui va se déplacer avec sa mère ou son père dans un autre lieu. Nous allons le suivre en vertu de notre charte pour essayer de, quand il faudra, l'auditionner dans certaines situations. Eh bien, les avocats sont capables de faire cela. Ce qui veut dire que nous allons suivre l'évolution dans la personne elle-même. Parce que nous avons orienté beaucoup trop sur, effectivement, la finance. Mais il n'y a pas que cela. Il y a, à mon sens, la personne. Et pour suivre cette personne, il va falloir sans doute que l'on prévoie systématiquement des tuteurs à la personne, des tuteurs au bien, systématiquement qu'il y ait un mixage des deux, ce qui permet parfois, d'ailleurs, un autocontrôle réciproque, mais qui surtout permet un dialogue. Et si en plus vous y ajoutez la présence d'un tiers qui est capable de restituer la parole qui a été momentanément confisquée ou qui est pour la personne qui est dans l'impossibilité de la manifester, on le voit avec les personnes qui sont en état prétendu de démence, où l'avocat, en définitive, vient restituer ce qu'il a perçu et ce qui est souvent important pour faciliter la décision. Donc, ces éléments-là sont des éléments simples à mettre en place, à condition de le vouloir et d'avoir un déterminisme législatif important en ce sens. Après, nous allons voir les problèmes financiers. Absolument. Alors, la deuxième partie du propos, c'est la vulnérabilité des personnes physiques en raison d'éléments externes à la personne elle-même, la prise en compte de leur situation économique.
Et dans cette partie, bien évidemment, c'est le surendettement qui est l'objet de l'étude. Pourquoi? Bien parce que la finalité de la loi Neyertz, je vous rappelle que le surendettement, c'est une loi du 31 décembre 1989, dite loi Neyertz, qui, à l'époque, comportait quelques articles. Elle a été modifiée au moins à 7 ou 8 reprises depuis, avec systématiquement des dispositions réglementaires d'application, mais aussi des circulaires qui font qu'aujourd'hui, c'est un chemin particulièrement, voire, je dirais, c'est carrément un labyrinthe, tant pour les débiteurs dits surendettés que pour les professionnels du droit, je puis vous l'affirmer. Alors, pourquoi est-ce que ce processus de surendettement est traité à cet endroit? Le surendetté, c'est qui? C'est quelqu'un qui ne peut plus faire face à son passif exigible avec les disponibilités d'argent, d'actifs qu'il a. Et bien évidemment, vous avez deux auteurs qui ont analysé la situation du débiteur et surtout qui ont expliqué la finalité de la loi. Ce sont messieurs Vigneault, qui est magistrat à la Cour de cassation, et M. Bourrin, qui indique, par rapport à ce dispositif, l'esprit de solidarité l'emporte dans ce droit définitivement sur l'autonomie de la volonté. Le droit du surendettement des particuliers poursuit aujourd'hui comme but de sauvegarder les particuliers de la misère et de l'exclusion sociale et de leur garantir l'espoir d'une situation meilleure. Et bien évidemment, dans cette phrase, on a tout dit. Le droit du surendettement est un droit au profit de personnes éminemment vulnérables et effectivement qui vise à, en toute hypothèse, arrêter, j'allais dire, l'hémorragie, pour employer un terme donc médical, l'hémorragie qui bien souvent est la conséquence, leur situation est la conséquence soit d'un divorce, soit effectivement d'un licenciement, d'une perte, en tout cas de repères, d'une dépression. On a évoqué toutes ces règles, toutes ces causes ce matin. Et bien évidemment, les constats, c'est que c'est complexe et que c'est encore un contentieux de masse. Alors, là encore, j'ai amené avec moi une déclaration de surendettement vierge. C'est un CERFA qui porte le numéro 13 594 sur 01. Et en fait, le débiteur surendetté, pour ceux qui pratiquent ce contentieux, il a 8 pages recto-verso, enfin il a 8 pages à remplir, plus une dernière. Et moi, je m'interroge sur le fait de savoir si effectivement le débiteur surendetté connaît les conséquences de cette déclaration, où il déclare sur l'honneur un certain nombre de choses, et des mentions qui y sont portées. Comprend-il les directions que peuvent prendre son dossier et qui sont nombreuses? Pour n'en citer que quelques-unes et rester vraiment dans des lignes, il y a le plan conventionnel, il y a les mesures recommandées, il y a les mesures imposées, avec ou sans contestation. Il y a le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire, et j'en passe, et encore d'autres règles. En l'espèce, le surendetté, il est bien souvent seul dans le contentieux du surendettement. Il est sans avocat. Là où, pour une procédure collective où vous avez à peu près des papiers semblables, vous avez un avocat et un expert comptable. Très souvent, là je parle sous contrôle des avocats qui sont présents dans la salle, puisque bien évidemment, les entreprises viennent avec leur personne de référence. Comment le débiteur peut-il espérer comprendre les méandres de cette procédure sans avoir eu une explication par un professionnel du droit? Alors, il va demander des explications, certes, mais il va les demander à la commission de surendettement, bien souvent. Or, la commission du surendettement, c'est elle qui va statuer sur la recevabilité ou non de son dossier, et c'est contre cette décision qu'il va peut-être ensuite former un recours devant le tribunal d'instance. Par rapport à cette première décision de recevabilité, qui est visée à l'article L330-1 du Code de la consommation, ou par rapport après à l'orientation qui est décidée par la... Mais je reste simple dans mes propos parce que c'est vraiment très complexe, par rapport effectivement à l'orientation que va pouvoir décider la commission de surendettement. Alors, moi je m'interroge, et j'interroge l'avocat qui est à ma gauche, ne faut-il pas un avocat pour le débiteur surendetté et faire en sorte que sa situation soit parfaitement résolue? Il est évident que ma réponse va être positive, même si je ne suis pas une spécialiste du surendettement. Mais, je ne sais pas, il ne marche pas? C'est un contentieux, mais hyper technique.
C'est comme le contentieux du juge de l'exécution. Enfin, je veux dire que on n'est pas d'avocat pour assister les gens sur une application de texte extrêmement complexe, ça devient ridicule. Bon, donc oui, il faudrait que les personnes soient assistées. Mais cela pose problème, c'est le problème de l'aide juridictionnelle. C'est donc le problème du financement. J'en parle tout de suite. Bien. C'est le serpent de mer. Ça revient chaque année avec plus ou moins de mouvements de foule dans les rues, parce que les seules personnes qui peuvent véritablement en parler, ce sont ceux qui utilisent l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire les avocats. Moi, je ne suis pas là pour faire de la politique. Je suis là pour dire, est-ce qu'un jour ou l'autre dans ce pays, on va vouloir accepter que les plus faibles ne doivent pas rester sur le bord du chemin et que pour qu'ils ne restent pas sur le bord du chemin parce que nous devenons une démocratie mature, alors il faut les aider. Pour les aider, il n'y a pas 36 choix. Il leur faut un avocat, mais cet avocat doit être indépendant. Et pour qu'il soit indépendant, il faut qu'il ait une indépendance économique, ce qui pose le problème du budget de l'aide juridictionnelle. Bien. Ce budget, on le sait, ce sont les vicissitudes et la quadrature du cercle, d'autant plus avec les contingences économiques actuelles. Bien. Pour autant, de nombreuses propositions avaient été faites par le barreau qui n'ont jamais été utilisées. Elles datent de presque 20 ans maintenant. Par exemple, mais ça choque toujours, une taxe systématique, même modeste. Nous avions fait un calcul à 2 € sur tous les actes juridiques signés dans ce pays. Je ne cible pas le patrimoine chez les notaires, je dis tous les actes juridiques, tous sans exception. Ça vous paraît peut-être peu, c'est énorme en chiffres. Et ça permettrait de dédier cela à l'aide juridictionnelle et donc à l'accès au droit. Parce que j'y reviens. Lorsque vous avez un enfant qui n'est pas assisté en assistance éducative, sa parole n'est pas restituée, les juges n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils sont submergés de travail. Ils sont dévoués corps et âme. Mais ils n'ont pas le temps de tout ça. Ils entendent certes, mais insuffisamment. Lorsque vous avez un majeur qui, effectivement, se retrouve dans une situation délicate de lui-même, de conflit de loyauté avec ses propres parents, ses propres enfants, issus de 2 unions différentes. Il faut qu'on puisse lui restituer sa parole. Seul l'avocat peut le faire. Alors il y a les riches, ceux qui n'ont pas besoin d'avoir accès à l'aide juridictionnelle, et puis il y a les autres. Il est donc important que dans une société qui se dit mature et respectueuse des plus humbles, qu'il y ait cette possibilité de cet accès. Et puis, il y avait la taxation, évidemment, des protections juridiques, des contrats de protection juridique. Vous savez que ça, on n'en veut pas. On n'en veut pas parce qu'il y a un lobbying. Moi, je parle, vous savez, le langage du vrai, de ce que l'on vit. Parce que peu m'importe que l'on pense que je dis mal ou bien, c'est pas un problème. Je pense que le lobbying des compagnies d'assurance a fait beaucoup pour faire échec à cela. Et c'est très dommage. C'est très dommage que l'on n'ait pas ce courage-là. Et puis, il y a peut-être des choses que l'on peut faire en pensant que plutôt que d'aller vers la judiciarisation, il y a des possibilités, me semble-t-il, de travailler en amont pour protéger nos personnes vulnérables et où il y aura nécessité quand même à aborder ce problème de l'indemnisation de celles et ceux qui participeront. C'est le mandat de protection future. Il faut, à mon sens, faire une publicité de cela qui permettra de rapporter l'autonomie de la volonté. Et ça ne coûte pas cher. Ça coûte des consultations. Ça coûte éventuellement une assistance à une consultation par un avocat. C'est pas très cher. Ça peut être tout bénéfice pour la suite, parce que la personne, au moment opportun, quand elle sera en véritable vulnérabilité, aura déjà choisi sa ou ses solutions. Il y a aussi le fait de générer, à mon sens, et de réfléchir sur une assurance de l'incapacité. C'est un risque.
C'est un risque comme les autres. Et ça aussi, nous avons bien une protection juridique. Pourquoi n'aurions-nous pas une protection dans ce sens-là? C'est une idée que je lance et que je pense l'on pourrait essayer d'envisager. Tout cela cumulé ferait que peut-être nous arriverions progressivement à considérer que nos mineurs sont des sujets de droit à part entière, à considérer que les personnes qui perdent de leur autonomie, qu'elles soient mentales ou physiques, sont eux aussi des sujets de droit à part entière qui peuvent être aidés, menés, accompagnés. C'est cela une société, à mon sens, démocratique, future et qui préserve tous les siens parce que nous formons ce groupe. Merci. Merci beaucoup. Alors ça, c'est un vaste débat que vous avez ouvert. Il y aura peut-être des questions dans la salle dans l'ensemble des questions que vous avez évoquées. Je vais maintenant, pour finir, donner la parole à Diane Roman, qui est professeure de droit public à l'université François Rabelais de Tours, qui est membre de l'Institut universitaire de France, qui a beaucoup travaillé sur les questions de genre et sur beaucoup d'autres questions, et qui va nous parler de l'analyse féministe du droit et des vulnérabilités.